Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de penser, la liberté du travail. Finalement, la propriété privée nous a rendus si stupides et si bornés qu'un objet n'est nôtre que lorsque nous le possédons. Et de quelle manière nous le possédons? Telle est la grande interrogation. Car comme on le sait si bien, la propriété foncière est la mère d'inégalité et de brutalité. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 26 février de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer à décrypter l'actualité. Et d'ailleurs, le sujet que nous avons choisi pour vous au cours de cette autre matinée, crise foncière, le président Biya reprend la main. Que faut-il en attendre? Crise foncière, le président Biya reprend la main. Que faut-il en attendre? Eh bien, au cours du débat, nous allons justement nous poser cette question et approfondir d'ailleurs le sujet qui touche, il faut le dire, la multitude de Camerounais et sans oublier bien sûr d'Africains. Mais comme à notre habitude, nous allons souhaiter bon réveil, bon début de week-end à toutes et à tous. Hotep à l'Afrique, Hotep au monde et bienvenue à cette dernière édition de DBS Matin de la semaine. Et le sujet qui nous intéresse ce vendredi matin, crise foncière, le président Biya reprend la main. Que faut-il en attendre? C'est notre grande interrogation. Docteur Yambentimba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos, merci de m'avoir invité ce matin sur votre plateau. Très heureux de vous avoir sur notre plateau ce matin pour en parler justement de cette crise foncière. Moi aussi, et on va justement très regarder. heureux, j'espère que vous vous sentez mieux. Ça commence à aller, tout ira pour le mieux dans le meilleur de monde, j'espère. Super, alors. Eric Pepe Mikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes compagnons, ce que vous allez présenter tout à l'heure. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs, surtout à l'ensemble des techniciens de la maison d'IBS. Merci également à vous d'être là ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est M. Longo, je salue mes co-panélistes, particulièrement M. Bikal, que je n'ai pas revu dans le cadre de cette tribune depuis un bail. Je salue, n'est-ce pas, toute la chaîne de production de cette tribune. Je salue le Cameroun, je salue le monde, je salue l'Afrique, particulièrement tous ces Africains-là, dynamiques, qui justement se lèvent très tôt le matin, quelquefois se couchent très tard, n'est-ce pas, pour j'allais dire, le rayonnement de l'Afrique. Je salue tous ceux qui nous regardent du côté de la Guadeloupe, du côté de la Martinique, du côté, n'est-ce pas, des Antilles, enfin, c'est-à-dire de la Nouvelle-Calédonie par exemple. Mon coup de gueule ce matin, eh bien, en novembre 2020, M. Macron nous a promis, n'est-ce pas, qu'il s'était engagé dans un projet de restitution du patrimoine mémoriel africain. Paradoxalement, beaucoup de naïfs l'ont peut-être cru, parce que dans le même temps, il y a une œuvre d'art camerounaise qui a été justement vendue, j'allais dire, qui a été adjugée à Paris à hauteur de 4,35 millions d'euros. Oui. Il s'agit d'une œuvre d'art qui vient du sud, notamment du côté, dans la tribu Fan. Dans la foulée également, ce sont les douaniers burkinabés qui ont saisi, n'est-ce pas, des œuvres d'art en provenance du Cameroun. Alors je pense que là, il va falloir que le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun fasse son travail. Fasse son boulot, parce qu'il n'est pas compréhensible que les œuvres d'art qui, justement, sont le témoignage de notre patrimoine culturel se retrouvent au-delà de nos frontières. Ça pose quand même problème avec la sécurité de nos frontières. Et toujours, on parle toujours de ces frontières qui sont assez poreuses sur le continent africain. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Je vous salue, Ngos Steve, plein de santé. Le Merci. bonheur est avec vous et avec tous ceux qui partagent ce plateau. Bonne fin de semaine, bon début de week-end à tous ceux qui nous écoutent. Et comme d'habitude, je suis à votre disposition. Messieurs, crise foncière, le président Biya reprend la main. Que faut-il en attendre? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Messieurs, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Gongo, a saisi le 12 février dernier le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Yebéaï, ici au sujet de la gestion du domaine privé de l'État. Le secrétaire général de la présidence de la République écrit à ce sujet: d'ordre de Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous répercuter ces très hautes instructions demandant que toutes les ventes ou attributions relevant du domaine privé de l'État
l'État, quelle que soit la superficie concernée, soit désormais préalablement revêtue de son très haut accord formel sous peine de nullité. En clair, la présidence de la République du Cameroun va désormais superviser les ventes, locations et cessions relevant du domaine privé, jusque-là gérées directement au niveau du ministre, il faut le dire, du domaine du cadastre et des affaires foncières, en application du décret d'avril 1976 portant modalité de gestion du domaine privé de l'État. Selon l'ordonnance numéro 74/2 du 6 juillet 1974, le domaine privé dont parle le secrétaire général de la présidence de la République fait référence aux biens meubles et immeubles acquis par l'État à titre gratuit ou onéreux, aux terrains qui supportent d'ailleurs les édifices, constructions, ouvrages et aménagements réalisés et entretenus par l'État, aux immeubles dévolus à l'État, aux concessions rurales ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise, ainsi que les biens des associations dissoutes pour fait de subversion, atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, etc. Il faut également rappeler au mois de juin 2020, le cabinet d'Audit Intelligence Patrimoine, mandaté pour la récupération du patrimoine public, a révélé que l'État du Cameroun est spolié tant dans le domaine public que privé. Eh bien, messieurs, mais ce qui apparaît comme réponse à cette situation suscite des interrogations. Quand on lit sous peine de nullité dans cette correspondance, on se demande si elle a valeur d'acte réglementaire. En d'autres termes, ce courrier pourra-t-il être, il faut le dire comme ça, utilisé comme moyen de droit pour obtenir l'annulation d'une transaction? Le cas échéant, s'interroge d'ailleurs un avocat. Par ailleurs, cette centralisation de la gestion du domaine privé de l'État à la présidence de la République fait redouter un engorgement dans les procédures domaniales et pourrait favoriser le développement de la corruption et dégrader le climat des affaires, même si on sait pertinemment que la corruption existe même déjà quand on parle de foncier sur le continent africain, quand on parle de foncier sur le triangle national camerounais, eh bien c'est le gros problème, c'est la grosse pomme de discorde et peut-être même la prochaine grande crise sociale. En effet, les problématiques liées à la gestion foncière au Cameroun sont souvent l'un des facteurs faisant perdre des places au pays dans le classement Doing Business de la Banque mondiale qui mesure la facilité de faire des affaires dans le monde. Classé 166e sur 190 économies dans le Doing Business en 2019, le Cameroun a perdu 3 places à cause notamment de l'attribution du permis de bâtir. Pour cet indicateur, le Cameroun a été classé 132e sur, il faut le dire, les 190 pays. Voilà le problème qui est sur la table, mesdames, messieurs, ce matin. Docteur Yam Timba, on parle toujours justement de cette crise foncière au Cameroun et pour beaucoup et bon nombre d'ailleurs de Camerounais et d'Africains, ce sera la prochaine crise sociale car aujourd'hui on a l'impression que la terre n'appartient plus aux premiers habitants. Mais c'est ça le problème. En réalité, cette phrase toute simple par laquelle vous chutez semble être anodine, mais elle ne l'est pas. Alors, vous avez malheureusement à chaque fois des sorties du gouvernement ou des actes du gouvernement comme cela qui révèlent 2 choses au moins. Oui. La première chose, on est dans l'urgence. Mais vous ne pouvez pas gérer ni une entreprise, encore plus un pays dans l'urgence. Les urgences, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous devez être dans la planification. Ça montre que l'État n'est pas organisé, l'État n'est pas planifié, l'État ne planifie pas, et ça montre qu'il n'y a pas de vraie prospective, et pire encore, ça montre quelque chose de terrible, c'est qu'il y a un anachronisme fou dans l'organisation et la gestion de notre État. L'autre chose que cela révèle, c'est en même temps qu'il y a quand même un souci. Les correspondances du secrétaire général de la présidence à tel ou tel ministre, mais ça a quelle valeur juridique? Quelle est la valeur juridique? Est-ce que dans le dispositif de ce qu'on appelle les éléments de la réglementation, ces correspondances est-ce que ces correspondants en font partie? Je crois qu'il y a beaucoup de questions et cette façon de gérer le pays n'est pas bonne. Si l'État, moi je ne veux pas rentrer dans le domaine, c'est quoi le domaine privé, le domaine public de l'État, parce que vous comprendrez tout à l'heure dans le deuxième élément, pourquoi est-ce que c'est pas comme ça que les choses, la question de la terre devait être abordée. Je pense que si le président de la République veut régler un problème, qu'il prenne un décret, une ordonnance, oui, une loi,
Parce que le président de la République s'adresse au peuple de deux façons. Par des discours, de deux façons qui sont institutionnalisées. Par des discours, ou trois, par des discours, par des lois, décrets, ordonnances, ou par des élections. Et ce que ça révèle, cette correspondance, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème sérieux, parce qu'en réalité, si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a de très très gros conflits qui vont naître bientôt, qui vont être révélés. Il y a de gros conflits d'intérêts, des délits d'initiés, des vols, des détournements de biens publics, de la corruption. C'est pour ça qu'on est en train d'éteindre un feu. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Essayer d'éteindre un feu. Enfin, on essaye d'éteindre un feu. J'ai jamais compris pourquoi pour notre gouvernement, essayer d'éteindre un feu, essayer de réagir, de gérer un problème, essayer de gérer une crise signifiera toujours centraliser davantage le pouvoir. Mais pourquoi vous voulez que le président s'occupe de tout? Mais ce monsieur a 1 million de choses à faire. Vous ajoutez toujours chaque jour quelque chose de plus dans ce qu'il doit faire. Mais on ne peut pas être en train de centraliser le pouvoir tout le temps. Et moi, je crois soupçonner qu'en réalité, cette correspondance ou cette décision-là rentre également dans le fait qu'on coupe l'herbe sous les pieds des conseils régionaux et des nouveaux conseils municipaux. Mais vous ne pouvez pas à la fois vouloir la décentralisation et récupérer en même temps le pouvoir. Tous les éléments de pouvoir qui permettent à ces gens d'avoir de l'initiative historique, de l'initiative économique, de l'initiative fiscale, de l'initiative dans le domaine dans l'organisation du territoire. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous allez centraliser le pouvoir jusqu'à quand? Bientôt, le président de la République va décider à quel moment on doit acheter un crayon à billes dans un bureau. C'est quoi cette affaire-là? Il faut que les gens cessent de penser que le pays se gère dans l'urgence comme ça. La deuxième chose, et c'est peut-être l'élément essentiel, c'est quel est notre rapport à la terre? Alors, vous avez des missionnaires catholiques qui sont arrivés, suivant la bulle papale de 1454, et qui ont dit, ah, la terre appartient à Dieu. Donc, comme nous sommes les prêtres, elle nous appartient en réalité. Vous n'avez rien. D'ailleurs, même vous n'êtes pas des êtres humains. Puisque la Bible dit que vous êtes maudits. Vous serez les derniers des derniers, des affaires de Cam, des enfants, des derniers des esclaves, de vos frères. C'est ce que Noé dit. Et que, de toutes les façons, dans la bulle papale, on dit que les Noirs n'ont pas d'âme. Ils ne sont pas des êtres humains. Donc, la terre qu'ils occupent, on appelait ça à l'époque les terrae incognitae, c'est-à-dire les terres inconnues. Et on disait que il y a donc, dans ce sens-là, comme ils n'ont pas d'âme, comme c'est des terres inconnues, alors c'est des terres de Dieu. Et donc, ils ont le droit, eux, de se les approprier. D'ailleurs, c'est le pape qui va dire que le Brésil appartient au Portugal. Et que le reste de l'Amérique, comme les gens étaient incultes, ils ne connaissaient pas bien la géographie, alors que les Africains l'avaient déjà maîtrisé, ils savaient très bien où se trouvaient les bonnes terres. Et il a décidé que le reste appartient à l'Espagne. Donc, c'est qu'un type est assis à Rome, il décide comme ça. Et voilà comment aujourd'hui, ce qui constitue le Brésil est ce qu'il est. Et l'Afrique, vous n'avez pas d'âme. Donc, en 1884, on décide qu'on va venir s'approprier l'Afrique, puisqu'il n'y a pas, le pape a dit qu'ils n'ont pas droit à la terre. Et ensuite, il se trouve que cette définition coloniale de la terre, c'est elle qui aboutit à nos fameux concepts actuels de domaine privé de l'État et de domaine public de l'État, dans lequel nos nations historiques, c'est-à-dire que vous et moi, mais mon grand-père Yambin Timba, mon arrière-grand-père Timbangom, mon arrière-grand-père Soranye, le Ngwanganko, tous ces gens-là, mais ils vivaient quelque part. Et ils avaient des propriétés sur un certain nombre, sur certains espaces. Aujourd'hui, les gens vont venir me dire que mon grand-père Yambin Timba, il n'y a aucune terre qui lui appartient parce que la terre appartient à l'État. Mais quel État? Une affaire qui a 60 ans. Mais les Bassa existent depuis 200 000 ans. Quel est le peuple camerounais qui n'existe pas depuis au moins 200 000 ans? Les peuples africains sont organisés depuis 200 000 ans. Et puis des gens viennent, ils sont là depuis 60 ans, ils vous disent que non, en fait vous n'avez plus rien, c'est l'État qui... Ah, c'est à l'État qu'appartient la terre. Gérer, oui. Non, même pas gérer. Gérer peut être que ma chose m'appartient et vous gérez. Oui. Mais ils disent la terre appartient à l'État. C'est ça. C'est ça qui est dans notre constitution. La terre appartient à l'État. Donc, vous n'avez droit ni à la terre, ni au sol, ni au sous-sol. D'un pire, même au Cameroun, même l'air, vous ne l'avez pas. Parce que si vous voulez installer la moindre chose sur vos terres, si on découvre le moindre minerai sur la terre que vous donnez, pour lequel vous avez le titre foncier, vous êtes délogé. Parce qu'en réalité, vous n'avez aucun titre foncier. Vous avez une copie. Vous n'avez pas de titre foncier. Personne n'a un titre foncier au Cameroun.
Alors, le processus par lequel, en réalité, on établit le titre foncier fait que l'État, chaque jour, consolide sa mainmise sur la terre. Parce que si vous n'avez que la copie du titre foncier, le titre foncier original appartient à qui? Mais à des gens à un monstre froid qui n'a pas de nom, qui n'a aucun visage. Et donc, vous avez des fonctionnaires qui s'asseyent et qui en disposent au gré de leurs intérêts, de leurs accointances, de leurs compromissions et de tout ce qui peut être leurs propres ambitions personnelles. La question de la terre est une question dangereuse parce qu'elle va faire que ce pays explose. Ce pays va exploser si on ne fait pas attention. Les gens pensent qu'il y a une crise au nord-ouest, mais c'est de la gnognotte. Ce qui se passe là au nord ou au sud, mais c'est la cour de récréation. Parce que quand le vrai problème va exploser, qui est le problème foncier dans ce pays? Oh, mais j'ai vraiment pitié pour les gens qui seront là. Si on ne règle pas ça avant. Et la proposition que nous faisons pour que ce soit réglé avant, c'est que le président cesse de gérer l'État de manière à l'urgence. Et qu'il n'y ait pas de correspondance qu'on envoie pour dire que l'État reprend. L'État n'a rien repris puisque les gens ont acheté. Et ils ont leur titre foncier ou alors ils gèrent les immeubles qui appartenaient à l'État. Aujourd'hui, la question de la terre doit devenir une question. La première chose qu'il faut faire, c'est que les communautés, les nations historiques du Cameroun doivent récupérer d'abord leur terre. C'est-à-dire qu'on dit que les Mundang, ils sont ici. Alors les Mundang, on dit voici le territoire des Mundang en 1884. Nous devons revenir à cette période-là. On dit les Baya, on dit quel est le territoire des Baya au Cameroun. On leur restitue leur terre. À partir de là, on fait un vrai contrat social. Parce que l'État néocolonial du Cameroun n'est fondé sur aucun contrat social. Est-ce que les Baya et les Mundang se sont assis pour dire qu'ils veulent faire un État? Pas du tout. Il n'y a pas de contrat social ici. Il y a juste un État qui nous a été imposé avec l'accompagnement, l'encadrement et la préparation de l'Église catholique qui aujourd'hui possède un pourcentage très élevé de nos terres, alors qu'ils n'ont pas payé un franc et qui ne déclarent pas les impôts et font des centaines de milliards dans notre pays. Je crois que ça doit être l'une des plus grosses multinationales de ce pays et qui contrôle une bonne partie de nos terres, ce qui est anormal. Donc, il faudrait, vous voyez que les problèmes de l'État reprend, le président reprend la main, en fait, il n'existerait pas à partir du moment où la terre devait être considérée comme le patrimoine des nations historiques. Et comme elle appartient aux nations historiques, l'État ne devait disposer de terre que sur la base de mise à disposition faite par ces communautés-là. La terre restant leur propriété inaliénable. Les entreprises qui auraient besoin de terre, ce serait le même processus, une mise à disposition par ces communautés. C'est tout. Traditionnellement, on ne vend pas la terre chez nous. Allez chez les Bamileke, chez les Banso, allez chez les Ewondo, les Boulou, n'importe qui. On ne vend pas la terre chez nous. Traditionnellement, on peut vous donner un lopin de terre pour que vous et votre famille vous installiez. Et dans le cas d'un État moderne, on peut faire une mise à disposition pour l'État, parce que l'État veut construire un commissariat, un camp militaire, une école, etc., une sous-préfecture ou une mairie. Quand je parle de l'État, je parle de tous ces démembrements. Le gouvernement, la région, la commune, etc. Et donc, en réalité, on n'assisterait pas à cette espèce de corruption généralisée où vous avez quelqu'un qui vient du centre, dans le littoral, il a 200 hectares qu'il a eu simplement parce qu'il signe un papier. Ou quelqu'un vient de l'extrême nord, il a 300 hectares dans le sud-ouest parce qu'il signe simplement. Ou quelqu'un vient du sud-ouest, il a 1000 hectares dans l'est parce qu'il signe juste un papier, il n'a même pas dépensé un copec. C'est quoi ce désordre? Pourquoi vous créez des conflits là où il n'y en a pas? Pourquoi vous suscitez de la haine, des tensions au sein de votre propre pays, simplement par gourmandise? Nous devons faire attention. Structurer un État, ce n'est pas un jeu. C'est construire pour l'avenir et s'assurer que les générations futures puissent coexister, puissent vivre en harmonie. Mais lorsque l'État s'approprie toutes les terres de nos nations historiques, mais c'est ça qui conduit à ce genre de gestion. Or, si l'État avait dit « j'ai besoin de me fonder, d'exister sur la base d'un contrat social », je pense que les Ewondo, je ne peux pas me permettre de prendre leurs terres. Je peux vous dire une chose. Si l'aéroport de Simalène, donc toutes les terres qui sont mises à disposition par les communautés, par les nations historiques camerounaises, devaient avoir un pourcentage dans le capital des entreprises, par exemple. Si l'aéroport de Simalène
les autres des gars à qui appartiennent cette terre historiquement, s'ils étaient actionnaires des ADC, et non pas que ce soit les Français qui soient actionnaires des ADC comme ADP en est actionnaire, cet aéroport ne serait pas si sale. Il ne serait pas si mal géré. Parce que ces gens-là, eux, comme ils ont besoin que ça leur rapporte de l'argent, de s'assurer, c'est leur actif, c'est leur bien, ils veilleraient à ce que l'aéroport de Simalène soit mieux géré que ça. Si Camrail appartenait à 15-20%, 35% à toutes les communautés, toutes les communautés riveraines du rail et de toutes les gares, la Camrail ne serait pas gérée de façon aussi médiocre. Hein. Pas du tout. Si les entreprises comme les Orange, les MTN et tous ces gens-là appartenaient à au moins à 35% à nos communautés locales, parce qu'elles ont leurs antennes partout, personne ne cherche à savoir si ces antennes-là ont des effets nuisibles sur notre santé. Elles ont leurs installations partout. Si ça appartenait à ces gens en partie, vous imaginez bien que 35% de leurs bénéfices reversés à nos communautés, vous pensez qu'on serait aussi pauvre? Nous devons savoir que la terre est la richesse de base. La terre est la richesse de base. Et c'est à partir de là que nous donnerons à nos communautés les bases de son développement. Les gens ergotent tous les matins en vous disant « Ouais, l'émergence, machin. » Mais comment on va émerger si vous privez les gens de la chose qui permet justement l'actif financier le plus important dans le monde? Mais ce n'est pas les comptes bancaires. L'actif financier dans le monde, les deux actifs financiers les plus importants dans le monde, c'est la terre et votre expertise. C'est les ressources humaines. C'est les ressources humaines. C'est tout. Donc maintenant, vous avez donc un pays dans lequel les gens n'ont pas... On a déconnecté les ressources humaines de la terre au lieu de mettre en relation les deux bases, les deux actifs financiers les plus importants. La conséquence, c'est qu'il y a corruption, il y a vénalité et le président de la République est obligé de venir en sapeur-pompier pour dire non, arrêtez de faire ça. Non, le président de la République n'a pas à se mêler de ça. Le président de la République, ça n'est pas, il a des choses plus importantes. Il doit gérer le franc CFA, il doit gérer l'intégration de la CEAC, il doit gérer comment on peut organiser les élections correctement au Cameroun. Il doit s'assurer d'un plan de développement du pays. Il a son SND 2030 qu'il faut réviser et rationaliser. Voilà les questions sur lesquelles on attend le président, la diplomatie, l'armée, la sécurisation du territoire. Mais si le président doit s'occuper de... Il y a un immeuble perdu quelque part au fond d'une petite ville au Cameroun. Mais attendez, mais ce président, on l'a élu pourquoi? On vous comprend parfaitement, Dr Yamutimba. Merci pour cette première prise de parole. Éric Pépin-Micaille, mais pendant ce temps, on parle quand même toujours de ce problème foncier dans lequel la corruption est légion. Il y a d'ailleurs aujourd'hui certaines personnalités qui ont à eux tous, à eux seuls, des villages entiers, des routes entières. Et parfois, lorsqu'on regarde à gauche et à droite, d'ailleurs, sur la route qui tend là pour Yaoundé, il y a certaines personnes carrément qui ont ces domaines, sans même... D'ailleurs, ils ont des villages et les propriétaires même de ces villages ne savent plus à quel sens se vouer. Oui, mais on risque d'arriver à la fin de cette histoire, si rien n'est fait, à ce qu'on appelle le mouvement des sans-terre. C'est un mouvement qui a émergé au début des années 80 au niveau de l'Amérique latine. L'Amérique latine, oui. Voilà. Et c'est subséquent à ce qu'a expliqué le docteur Yam tout à l'heure, le fait que les Portugais, les Espagnols se sont accaparés des territoires et ont délaissé ceux qui étaient naturellement sur ces territoires-là. Le problème ici, par rapport à cette ordonnance-là, il y a un peu une sorte de guerre de tranchées entre les différents lieutenants du président Biya sur justement le contrôle des maigres ressources que dispose l'État, parmi lesquelles les ressources foncières. Si on reste seulement sur le domaine privé de l'État et qu'on ne s'attaque pas sur le domaine public ou alors sur le domaine national, ça veut dire que forcément il y a un problème. Étant donné que les lois qui encadrent le foncier au Cameroun datent de 1974. Oui. C'est-à-dire que ce sont les lois qui avoisinent déjà 50 ans d'âge. Et en 50 ans, il y a des dynamiques, il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux enjeux qui ont été mis en exergue, mais qui n'intègrent pas le caractère juridique qui organise l'acquisition de la terre au Cameroun. On reste tout simplement dans l'optique des propositions. C'est vrai que cette loi-là a bénéficié peut-être d'un certain nombre d'amendements, parmi lesquels l'amendement de 95, justement, qui fixe, donne l'attribution au MINCAF de pouvoir gérer le patrimoine privé de l'État, dont aujourd'hui il serait dessaisi de cette gestion. Et même cette lettre-là pose également un autre problème, celui de l'engorgement, vous l'avez signalé, parce qu'en réalité, la présidente de la République n'a pas un département chargé de gérer
le domaine privé de l'État. Ou alors on va transférer la ressource humaine accordée au ministère de domaine du cadastre des affaires foncières en créant une même cellule au niveau de la présidence de la République. Il y a un peu une vis de forme dans cette envie de reprendre la main sur un problème qui est existentiel, dont on ne veut certainement pas y jeter un coup d'œil. Parce qu'en réalité, la chose la plus plausible à faire, c'est de faire une réforme foncière qui s'adapte aux nouvelles dynamiques et qui tient compte, comme expliquait le docteur Yam tout à l'heure, du passé historique et anthropologique des peuples qui sont installés sur des territoires. Aujourd'hui, pour revenir un peu à votre question parlant des personnes qui posséderaient des villages entiers, vous allez vous rendre compte que les enjeux sont simples. Il y a où il y a les dynamiques humaines, ou alors les dynamiques économiques, il y a forcément des questions d'accaparement et des questions de spoliation de terres. Une ville comme Kribi aujourd'hui vit seulement sous le prisme du fait que peut-être on est encore un État sérieux. Mais le problème majeur qui taraude la plupart des populations de Kribi reste le foncier. Et à l'intérieur, le régulateur même qui est l'État, à savoir le MINCAF, n'a justement pas de solutions parce qu'en réalité, même les parcelles les plus reculées sont achetées par plusieurs personnes. Et parfois, ces plusieurs personnes détiennent une copie du titre foncier, ce qui relève de l'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on parvient à délivrer sur une même parcelle de terrain plusieurs copies des titres fonciers qui appartiennent à des personnes différentes. Et bonjour les juridictions compétentes pour essayer de démêler du faux, du vrai, dans un problème que du moins les collaborateurs en amont, du moins en aval, ont certainement créé. Et là maintenant, on arrive à ce qu'on appelle la loi du plus fort. C'est comme une jungle foncière que seuls ceux qui ont des gros moyens, qui ont des gros bras, qui ont des connexions, que ce des soit relations ici, extraordinaires, voilà, oui, peuvent être capables de tirer l'épingle du jeu. Et même les populations originelles, autochtones, dont on a coutume de dire, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Mais finalement, Parce que les populations autochtones sont dépossédées de leurs terres ces derniers temps. Mais puisqu'il n'y a pas de mesures de protection de ces populations autochtones, parce que la loi de 96, justement, a introduit dans la Constitution le concept des minorités. Bon, maintenant, il faut aller chercher ce qu'on appelle minorité. Parce que le concept des minorités et le concept d'autochtones sont des concepts qui ont été introduits dans la loi, dans la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996. Dans la qui devra protéger les intérêts des locaux. Mais il se trouve qu'à l'intérieur de ce jeu-là, l'État y est fautif, mais les populations autochtones elles-mêmes joueraient un jeu qui s'avérerait dangereux plus tard, lorsqu'ils sortent de ce jeu. C'est-à-dire quoi? Les premières ventes sont faites par elles et elles ne mesurent pas les conséquences de la vente généralement. Puisque les terres appartiennent aux familles, quelles qu'en soient les parties, il y a une juxtaposition au Cameroun du droit moderne et du droit traditionnel. Oui. Le droit traditionnel permet au docteur Yam de dire que l'État n'existe que depuis 60 ans. Voilà, depuis les accords de juillet 1884 avec l'arrivée du protectorat allemand. Oui. Mais avant cela, il y a eu des vieilles migrations, la première, la deuxième vague, qui datent pratiquement du 12e ou du 11e siècle. Et ces migrations-là se sont opérées sur des sites qui sont aujourd'hui des sites anthropologiques connus, avec des frontières naturelles connues. Même en termes de clans, même dans nos villages, on connaît de manière séculaire les limites entre les terres de telle famille et de telle autre famille. Ça ne fait l'objet d'aucun conflit, oui, ou alors d'aucune concession. Ce sont des limites naturelles qui datent parfois de plusieurs siècles. Donc, voilà ce à quoi on est confronté. Donc, il est impératif, je retourne le plaidoyer de Dr Yam, qu'il y ait une véritable réforme foncière, que les autorités administratives ne se limitent pas à avoir une mainmise sur le domaine privé d'État, même dans ce domaine-là, parce qu'en réalité, une circulaire pour la question du domaine privé d'État devait déboucher forcément sur les états généraux du domaine privé de l'État. Qu'est-ce qu'on en a fait depuis peut-être la distribution des termes de l'échange intervenant en 1994, mais depuis la crise économique de 1988, de ce domaine-là? Parce qu'en réalité, on sait qu'à partir de 1988, la plupart des entreprises créées par l'État ont été fermées. Et que ces entreprises, forcément, l'État, depuis cette période-là, a concédé ces espaces à des privés. Ça a rapporté combien à l'État? On a concédé à qui? Pour quel type de contrat? Des contrats amphithéotiques, des contrats saisonniers. Il faudrait forcément qu'il y ait des états généraux du domaine privé de l'État pour qu'on essaye d'avoir une idée exacte de ce que nous possédons et des transactions en cours.
ramener le bureau qui gérait forcément cette histoire à la présidence, ça peut être une solution, mais il faut aller plus, du moins, il faut aller au-delà pour essayer de pouvoir faire taire toutes les divergences qui existent dans ce secteur et toutes les stigmatisations qui existent dans ce secteur. On ne revient pas sur les procédures, par exemple, d'obtention du titre foncier, qui, manifestement, telles que les procédures sont organisées, mettent de côté l'envie des populations locales à légaliser leur situation. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vit peut-être des travaux champêtres de faire une descente, d'organiser une descente, par exemple, des autorités administratives dans son espace qui coûte minimalement 1 500 000. Alors le mec, il faut qu'il vive peut-être 25 ans pour pouvoir espérer 1 500 000. Malheureusement, c'est ça le contexte. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, les terres agricoles africaines aujourd'hui sont convoitées par de nombreux étrangers, ce qui matérialise, il faut également le dire, une accélération des transactions et des concessions foncières à grande échelle, ce qui provoque également une corruption. Tout à l'heure, Eric Pepin-Bicaille en soulignait d'ailleurs quelques inconvénients. On a l'impression aujourd'hui que pour avoir un titre foncier, par exemple, dans un village, ce village a besoin de faire des concessions. Quel genre de concessions? 40% des terres remis justement à la personne qui va lui remettre, qui va lui proposer en tout cas un titre foncier. On se retrouve dans la situation où certaines personnes ont carrément des villages entiers. Oui, disons que la thématique de ce matin pose fondamentalement la politique foncière d'une manière générale en Afrique et de manière particulière au Cameroun. Maintenant, il faut situer dans son contexte la correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la République, qui a adressé au ministre du Domaine et du cadre des affaires foncières. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, quand même indiquer le lexique juridique, notamment le lexique foncier, donne une échelle, n'est-ce pas, du terrain. Vous avez les terrains qui relèvent du domaine privé particulier, c'est-à-dire que lorsque vous et moi avons un titre foncier, oui, ça relève donc du domaine privé particulier. Vous avez des terrains qui relèvent du domaine privé de l'État, c'est ça qui fait l'objet de la présente thématique. Vous avez des terrains qui relèvent du domaine public et vous avez les terrains qui relèvent, n'est-ce pas, du domaine national. Bon, maintenant je vais essayer d'expliquer rapidement à quoi cela renvoie tout ça. Tout à l'heure j'ai dit que le domaine privé particulier, c'est lorsque vous et moi avons un titre foncier, nous avons un titre de propriété sur un terrain. Maintenant, le domaine privé de l'État, lorsque l'État a un titre de propriété sur un terrain ou des terrains, donc il s'agit là des terrains immatriculés, naturellement. Vous avez des terrains qui relèvent du domaine public, c'est-à-dire là, vous avez des terrains qui sont au plus ou moins immatriculés ou pas, c'est-à-dire là, vous avez pas seulement des terres, vous avez également des immeubles. Vous avez donc également les terrains qui relèvent du domaine national. Et là, c'est là où il y a tout et n'importe quoi à ce jour. Parce que là, vous avez donc justement des individus qui se donnent les libertés d'aller construire, même dans les marécages, c'est-à-dire dans les zones non constituées et dangereuses. Maintenant, pour revenir à votre question, je pense, comme il indiquait tantôt, qu'il faut situer dans son contexte, n'est-ce pas, la problématique, je veux dire, la correspondance du SGPR adressée au MINCAF, pour dire qu'il s'agit d'un problème général. Qui pose, comme je l'ai également indiqué, c'est-à-dire la politique foncière d'une manière générale en Afrique, parce qu'il est inconcevable que la plupart des textes qui régissent justement la gestion foncière, autant pour moi, soient du copier-coller, n'est-ce pas, des textes de l'Hexagone, et qui datent de Mathusalem, parce que la plupart n'ont pas été véritablement réformés, qui ne prennent pas en compte justement le contexte et les dynamiques, j'allais dire sociologiques, les dynamiques économiques. Et la plupart, tout à l'heure j'ai entendu, on me dit qu'il n'y a que ceux qui ont les moyens qui s'approprient les terres. Il y a également les débrouillards qui s'attribuent les terres, mais sauf que là également il y a des conflits, parce que lorsque vous avez des individus qui, par exemple, vont s'octroyer le poids des terrains dans des zones compliquées, ça pose également un problème de la gestion, c'est-à-dire d'où l'absence de l'État. Parce qu'aujourd'hui, la sortie du SGPR, justement, montre à suffisant que dans le contexte actuel, notamment au Cameroun, cette correspondance intervient au moment où nous avons connu des crises, j'allais dire des manifestations des populations qui contestaient l'expropriation ou bien la spoliation de la terre. Et ça date d'au moins 10 ans. C'est-à-dire que vous avez
des populations qui sont soit expropriées, soit déguerpies, parce que expropriées, ça veut dire que vous disposez d'un titre foncier, vous allez bénéficier, n'est-ce pas, des indemnisations. Et le déguerpissement, ça suppose que vous n'avez aucun titre de propriété. Donc il faut donc établir cette nuance sur le plan juridique. Ceci dit, je pense qu'il est important quand même de soulever deux choses. La première, c'est que l'État est absent. Lorsque je parle de l'État, je parle d'État régalien. Avec tous ces démembrements, parce qu'aujourd'hui, l'État, c'est-à-dire à travers ces démembrements qui devraient réguler, et plutôt justement le voyou, ça permettez-moi l'expression, et c'est même le cas. Lorsque vous vous retrouvez avec, par exemple, un sous-préfet qui est devenu chef de terre, parce qu'on les appelle les chefs de terre, ben, comment est-ce qu'un sous-préfet peut être chef de terre? Il est propriétaire de quelle terre, où? Et pourtant, ces sous-préfets, justement, aujourd'hui, Albert Anatole ici, ont également des terres un peu partout. C'est ce que je suis sur le point de vous expliquer, que c'est un gros scandale. C'est-à-dire que là, vous avez des délits d'initiés, des conflits d'intérêts, la corruption, et tout ce qui va avec. Parce qu'il est inacceptable que celui qui a la responsabilité de réguler le fonctionnement de l'État en soit celui-là qui, justement, viole la loi. Qui justement, viole la loi, la piétine, et justement est compris même de cette violation de la loi. Il est également inacceptable que vous avez des individus. Comment un seul individu peut être détenteur de 50, 100, 200, 300 titres fonciers? C'est absolument inacceptable. Ça veut dire que là-dedans, il y a un gros problème. Quelquefois, sur le prétexte d'investissement, eh bien, les populations sont expropriées. C'est-à-dire que là où vous vivez plusieurs siècles avec vos familles, eh bien, ne soyez pas surpris que le jour que vous rentrez chez vous, au village, vous soyez désagréablement surpris de constater que ce sont les Chinois qui sont justement les propriétaires désormais. Voilà, que l'État vous a exproprié ou bien vous a déguerpi pour utilité publique, pour cause d'utilité publique. Il faut donc justement, parce que c'est important, la loi, je crois que c'est la loi 95, dispose que normalement, les expatriés ne devraient pas avoir accès à la propriété foncière. Si oui, deux voies. La première voie, c'est les contrats d'attribution à court moyen terme, les contrats de concession à court moyen terme, ou alors les bails, les baux amphithéotiques. Justement, restons là-dessus, Albert Anatole, ici pour faire quand même savoir à nos téléspectateurs qui sont très nombreux, ces étrangers qui passent par des Camerounais, c'est eux qui sont devant, ils payent des terrains, ils payent même, il faut dire, des superficies extraordinaires pour venir remettre justement à ces expatriés. Là, je rejoins justement, votre question me permet de rejoindre justement Eric Pépin-Beka qui parle tout à l'heure de la réforme foncière, parce que je voudrais quand même vous dire une chose. La plupart des titres de propriété qui ont été délivrés aux ingénieurs doivent être annulés. Il y a plusieurs titres de propriété annulés. Ça, il faut le dire. Il faut remettre certaines choses à plat. Je voudrais quand même vous indiquer que tout le quartier, par exemple, de notre aéroport appartient à un individu qui a un titre de propriété depuis des années 80. C'était un opérateur économique de la place, très connu de la place, membre du comité central de RDPC. Très influent. Et ça pose quand même problème. Tout le quartier de nous, tu as un aéroport. Oui. Tout le quartier de nous, tu as un aéroport. Et la propriété la propriété d'un opérateur économique membre influent du comité central de RDPC qui dispose d'un titre de propriété depuis 1980 environ. Je préfère ne pas donner son nom. Donc, ça pose donc un problème. Vous avez donc, comme ça, que ce soit chez vous dans la Sénat maritime, dans l'Union Ekele, dans le centre, partout, vous avez justement des individus qui ont des titres de propriété sur des vastes espaces, qui traversent même quelquefois des rivières, parce que vous savez, chez nous, la rivière est une frontière naturelle. Ça dit que, en réalité, la rivière, ça doit être une frontière naturelle. Oui. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui a un titre foncier qui traverse justement cette frontière naturelle, ça veut dire que c'est un gros scandale foncier. Donc, je pense qu'il est important que l'État ne s'immisce pas seulement au niveau de la gestion ou bien de la régulation, n'est-ce pas, du domaine privé de l'État. Il va falloir mettre tout à plat parce que, comme je l'indiquais tantôt, il y a beaucoup de titres fonciers qu'il faut annuler. En même temps, il faut revenir justement sur la propriété foncière, n'est-ce pas, des expatriés. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que je prends le cas de Bolloré, je prends également le cas du prince Philippe qui a une réserve foncière, forestière à l'est du Cameroun. Ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Mais maintenant, dans l'un de ces discours... La famille Giscard d'Estaing a toujours de terres de ce vous côté-là également, il ne faut pas oublier. Je crois que c'est le discours de 2013, le président de la République demandait aux jeunes de rentrer à la terre.
Monsieur Ngos, si vous voulez rentrer à la terre et que vous constatez que l'on vous demande d'aller faire votre champ, c'est devenu la propriété de quelqu'un d'autre. Vous allez faire votre champ où? C'est ça. Tout à l'heure, il parlait justement que le premier capital financier, c'est la terre. Mais vous demandez aux jeunes de rentrer la terre, et comme ça s'est passé avec le scandale, n'est-ce pas, des logements sociaux, c'est la plupart des gens qui ont de l'argent qui sont justement allés à la terre, c'est-à-dire à s'approprier les logements sociaux. Cette terre-là, c'est-à-dire la plupart des terres arabes. Donc ça pose un problème. Donc je pense qu'il faut remettre tout ce casting-là à plat pour engager une réforme totale. Paul est là. Pendant ce temps, il faut également dire qu'il y a certains villages aujourd'hui qui n'existent plus et dont les autochtones eux-mêmes ont disparu carrément de ces villages. Si on prend par exemple le cas de la ville de Douala, vous allez vous rendre compte que Bonapriso et tous les autres apparemment n'appartiennent plus justement à ces autochtones. Des villes comme Edea aujourd'hui commencent à disparaître. On a l'impression aujourd'hui que les personnes qui y vivaient depuis des centaines, voire des milliers d'années, ne sont plus propriétaires justement de leurs terres. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème quand le chef de l'État déclare aujourd'hui que toute transaction sera annulée si ça ne passe pas justement par lui? Alors, ce qui a été dit sur ce plateau est très brillant, et ce n'est pas pour les flatter. On voit bien qu'il y a de la matière, et ça m'inspire un certain nombre de choses, notamment que la propriété foncière est le cœur de tous les maux dans une société, et que, à n'y prendre garde, on pourrait se retrouver dans des remous sociaux qui seront irréversibles, parce que, voyez-vous, la terre, c'est la base de tout. En réalité, pour parler même d'une nation, pour parler d'un pays, pour parler d'une économie, pour parler d'une prospérité d'un peuple, on commence où? On commence avec la terre. Donc, c'est la base de tout. Vous avez la terre, vous pouvez tout projeter. Vous n'avez pas de terre, il faut oublier, vous n'êtes rien et vous ne serez jamais rien. Mais les plus grandes conquêtes, prenez l'histoire, depuis l'Antiquité et même avant, qu'est-ce qui régissait les relations généralement conflictuelles entre les peuples? Qu'est-ce qui était la cause en fait des tensions et des conquêtes et de tous les intérêts entre les peuples qui suscitaient tout genre de problématiques de pouvoir? C'était toujours la terre, c'était les conquêtes. Un empire, à l'époque, les empires se mesuraient, leur puissance se mesurait au nombre de conquêtes. On parle d'Alexandre le Grand. Aujourd'hui, Alexandre le Grand tient son nom de grand justement parce que c'était l'un des plus grands conquérants de son époque et pour son peuple. Donc, la terre est la cause de toutes les réussites, de tous les biens, de toutes les prospérités possibles, et c'est également la cause possible de toutes les déchéances. Donc, il faut faire très attention, et quand on se rend compte de l'origine en fait de notre législation foncière aujourd'hui, on se souvient tout simplement que c'est un vestige colonial, c'est l'héritage d'un vestige colonial. La colonisation, c'est quoi? Avant la colonisation, l'esclavage, c'est quoi? C'était de dire justement, depuis 1884, à la conférence de Berlin et bien longtemps avant, au moins au 15e siècle, en 1454, avec la bulle ou le décret de Nicolas V, le pape Nicolas V, qui expliquait justement lors des expéditions coloniales, au début même de l'esclavage, que les colons, justement, les esclavagistes, devaient s'approprier de toutes les terres d'Afrique. Et on a à la suite une série de théories fallacieuses et racistes qui consistait justement à dire que nous, les Noirs ne possèdent rien, les Africains ne possèdent rien, et que eux-mêmes sont des biens meubles, à plus forte raison leur terre. Vous vous rappelez du Code noir de Louis XIV en 1848, qui a été édité à cette époque-là et qui justement faisait état de ce que les Noirs non seulement n'avaient pas d'âme, mais également ne possédaient absolument de rien. C'est-à-dire que tout ce que le Noir possédait, tout ce qui était supposé être la propriété des Noirs, était en réalité la propriété de leurs maîtres esclavagistes. Donc, on a eu la colonisation par la suite, où les mêmes esclavagistes sont venus désormais sur place pour ne plus avoir à exporter des biens, mais venir sur place pour les exploiter sans frais, à moindre coût. Et donc, la loi foncière est relative à tout ce qui concerne les terres qu'on utilise aujourd'hui, est un héritage colonial. Parce que justement, dans l'esprit colonial, c'était justement
l'appropriation de ce qui était supposé et ce qui en réalité appartenait au peuple autochtone de ces terres-là. Donc, vous n'aviez plus rien, vous étiez dépossédé parce que c'est le colon qui devait détenir et disposer pour vous en vos lieux et places. Alors, quand je parle de ça, c'est pour dire en réalité que rien n'a changé. Rien n'a changé parce qu'aujourd'hui, l'État qui a repris déjà la loi de 59, qui était encore plus ou moins intéressant dans la mesure où elle laissait cohabiter les aspects législatifs traditionnels et les aspects étatiques. Mais après, on a basculé sur la loi de 74, dont l'ossature est toujours en vigueur aujourd'hui, malgré les petits toilettages qu'il y a eu entre-temps, mais l'ossature est toujours en place et exploitée. Vous vous rendez compte que absolument rien n'a changé, quasiment, parce qu'aujourd'hui, avant c'était les colons, c'était les esclavagistes, ils se sont mutés en colons, et les colons d'aujourd'hui se sont mutés en l'État, aujourd'hui, qui représentent à peu près les transfuges de ces colons-là, puisque les propriétaires naturels, originels, historiques de cette terre-là en sont dépossédés, et que c'est l'État qui en dispose selon son bon gré. On va nous dire, à tort ou à raison, de façon justifiée ou non, qu'en réalité c'est pour le bien de l'intérêt public, parce qu'il faut développer le pays, ainsi de suite. Yann va parler tout à l'heure des véritables actifs financiers d'une économie. Moi, en tant que financier, en tant qu'économiste, je regarde ça sous un angle. Et je me dis, si on n'arrive pas à gérer les problématiques liées à la terre, donc le premier bien, comme je l'ai démontré tout à l'heure, d'un peuple, d'une nation, au travers justement de ces démembrements de population que sont les peuples autochtones et dans les différentes régions, on ne peut pas parler d'un quelconque développement. On ne peut même pas se projeter en parlant de développement. Si vous n'arrivez pas déjà à maîtriser ce qui fait le cœur de votre économie, parce que quand vous regardez le potentiel, c'est vrai partout, mais c'est encore plus vrai dans nos pays d'Afrique subsaharienne, parce que toute notre richesse, c'est dans le sol et c'est dans le sous-sol. Et quand on vous parle de développement économique et que vous n'avez pas d'adéquation entre vos politiques économiques et votre potentiel économique par rapport à un modèle qui s'asseye sur votre réalité contextuelle en termes de richesse réelle et potentielle, alors il n'y a aucun miracle à attendre d'un quelconque développement selon des politiques. Donc on va bavarder, on va faire des plans triennaux, quinquennaux, on va s'asseoir, on va faire les DSCE, les SND, on va faire toutes ces choses-là, mais en fait ce sera du bavardage. Donc il y a une mafia qui est établie autour du foncier au Cameroun, qui est tenue par ceux qui sont supposés justement encadrer les lois et les protéger de toutes sortes d'usurpations, mais ce sont ces mêmes personnes qui en fait réalisent ces mafias. Quand on parle du domaine privé de l'État, le domaine privé de l'État, comme Anatole a ici l'a si bien indiqué, c'est tout ce que l'État a acquis à titre gratuit ou onéreux, et tout ce que l'État, tous les ouvrages, les infrastructures, ou alors toutes les déchéances des structures ou des associations qui ont été frappées du fait d'une atteinte à la sécurité de l'État, par exemple. Mais ce domaine de la propriété privée de l'État n'exclut pas, et la loi le dit clairement, qu'il y ait des cessions, qu'il y ait des ventes, qu'il y ait des réappropriations ou des affectations en fonction des besoins régaliens de l'État. Mais c'est là que s'installe justement cette mafia. Parce qu'on a une bande de petits copains à qui on va distribuer des terres. Mais regardez, en fait, écoutez, il suffit de vivre au Cameroun. On ne parle que du Cameroun parce que c'est le sujet. Il suffit de vivre au Cameroun pour voir l'injustice foncière qu'il y a. Pour voir des endroits, des gens qui ont, comme ça a été dit sur ce plateau, des centaines d'hectares. Vous avez quelqu'un qui a des centaines d'hectares. En réalité, pas seulement des centaines d'hectares, il y a des gens qui ont des villages entiers. Hein. Absolument. Des villages mais entiers en réalité, c'est... Vous n'avez qu'à faire un tour à Petit Dibamba, vous allez vous rendre compte que certaines terres appartiennent au gros bonnet de l'État. Absolument. Mais bien évidemment, écoutez, j'ai commencé mon propos en disant, en rappelant les faits historiques, pour montrer en réalité que, à mon sens, rien n'a changé. C'est-à-dire que vous avez juste la forme qui change. Avant, c'était l'esclavage. Le noir n'a pas d'âme, il n'a pas besoin de terre. Enfin, ce n'est même pas lui. La colonisation, ils sont venus sur place, ils nous ont dit on vous apporte la civilisation, mais tout ce que vous avez n'est pas à vous, parce qu'en fait, on a déjà admis quand même que vous êtes un peu humain, mais vous n'avez pas suffisamment de ressorts
comme tel pour vous pouvoir vous autodéterminer. Après, il y a eu l'État qui était justement les transfuges des colons, qui ont gardé la même législation qui consiste justement à déposséder les peuples autochtones pour en fait en faire la propriété privée ou publique de l'État, mais toujours est-il qu'il y a une mafia extraordinaire et la solution, à mon sens, est tout à fait simple. C'est une réforme foncière en profondeur. Le président de la République a, en janvier 2011, à l'occasion du comice agro-pastoral de Bolova, avait annoncé une réforme foncière au niveau enfin, une réforme foncière qui était supposée donc régler un certain nombre de problèmes. Bon, c'est après c'est par la suite qu'on a eu justement en 2011 le changement de nom de ministère où on a intégré la notion de cadastre. Le même ministère qui à l'époque était le ministère de l'urbanisme et de l'habitat et encore avant, jusqu'en 1975, avec le ministre Paul Tessa, qui était le ministère de l'équipement et de l'habitat. Donc il y a eu une évolution comme ça, mais en réalité on a envie de dire que ce n'est que la forme qui change, puisqu'il a annoncé cette réforme foncière en 2011, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des projets comme le PAMOKA qui sont nés, on a vu ceci, mais on n'a rien vu qui a véritablement changé en profondeur. Donc au-delà des toilettages cosmétiques, il est important, il est impératif, au risque de voir une implosion sociale qui va en fait dénaturer tous les projets qu'on prétend être pour l'intérêt du pays et pour son développement. Il va y avoir une explosion sociale qui va arriver. Et pour terminer, la correspondance du SGPR, moi je m'interroge. On parle de la nécessité impérieuse, impérative de réformes foncières. Mais ce n'est pas avec les correspondances qu'on va faire des réformes. Parce qu'en réalité, quelle est la force de loi qu'a une correspondance? Quand on dit que il faudrait désormais pour toute vente du domaine ou toute cession ou toute transaction foncière du domaine privé de l'État, il faudrait maintenant attendre le sceau de la très haute hiérarchie. Yam l'a dit tout à l'heure, est-ce que le président doit retomber encore dans faire marche arrière par rapport à ce qu'on annonce comme une décentralisation Vous savez que maintenant le président Paul Biya résout tous les problèmes, il résout les problèmes de la FECAFOOT, il résout le problème du exactement, mais à un tout ce moment qui il faut va arrêter, avec, on va pas passer le temps à danser du cadastre et des affaires foncières. On ne va pas passer le temps à danser la danse Bafia, avancer, reculer. On parle de décentralisation, prenons acte de cette démarche qui est salutaire pour le développement de notre pays. Et je ne vois pas comment, de façon concrète, une correspondance, fut-elle sortie de la plus haute instance, la plus haute hiérarchie du pays, va pouvoir remettre en cause des ordonnances, des décrets, des lois. Et c'est tout simplement qu'il faut prendre ses responsabilités, il faut affronter les réalités par les méthodes qui sont idoines. Et c'est la réforme foncière qu'il faut faire, pas un toilettage, encore moins des correspondances. Docteur Yamtiba, moi également j'ai une question encore ce matin. Il y a également que dans certains villages, certains chefs traditionnels ont pris la mauvaise habitude de vendre presque tout leur village. Ça, il faut également le dire, avec la complicité des notables. Et parfois au départ, c'est pas 1000 francs CFA. Et dès lors où quelqu'un se retrouve avec 1000 mètres carrés, avec 1 million de francs CFA, il prend goût et peut vendre tout son village. Là encore, on ne va pas dire que c'est quand même l'État qui est la cause de tous les problèmes. Non, c'est l'État. Je vais vous dire, l'un des problèmes que nous avons chez nous, c'est la compréhension de ce que c'est que l'État. L'État, c'est la Constitution. La Constitution, c'est ce qui fait, c'est ce qui structure, organise la vie de notre collectivité nationale. La règle générale. La vérité est que nous devons savoir que tout ce qui se passe dans ce pays, si nous avons un enfant qui meurt quelque part parce que dans un hôpital, il y a de la corruption et il n'y avait même pas d'antibiotiques, c'est l'État. Le jour où nous aurons de vraies organisations de défense des droits de l'homme dans ce pays, les fonctionnaires vont fuir. Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce qu'on appelle l'État. Monsieur, vous êtes responsable de tout. Mais pourquoi que le président a pu son boulot, c'est quoi? Monsieur est responsable du fait que je suis en sécurité et que j'ai mangé aujourd'hui. Vous croyez que ce n'est pas son boulot? C'est son travail. C'est pour ça qu'il est président de la République. Sauf que les gars ne le savent pas. Hein. Ils ont l'impression que l'État, ça veut dire que vous achetez de grosses voitures, vous avez de grosses maisons, vous avez 3000 titres fonciers et vous avez tous les honneurs. Non, votre boulot, messieurs, c'est que tous les Camerounais mangent, tous les Camerounais... Malheureusement, ils pensent d'abord à leur ventre, Dr Yamtiba. C'est ça le problème, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'État. Si un Camerounais meurt dans la Méditerranée parce qu'il fuit ce pays, c'est l'État du Cameroun qui est responsable. On devrait poursuivre l'État du Cameroun. Mais les gens ont l'impression que
non, vraiment, l'État, c'est que je suis assis là, je signe un papier. Monsieur, dans un pays, un enfant redouble la classe, il fait 4 fois la même classe, l'État est responsable. C'est son boulot, c'est ce que la Constitution dit. Et c'est ça, un État. Ici, on a l'impression que l'État, ce n'est pas ça. C'est qu'on nomme les gens au gouvernement, c'est que les gens deviennent députés et sénateurs, c'est que les gens ergotent à longueur de journée sur des questions qui ne nous intéressent pas. Les gens pensent qu'ils peuvent écrire une circulaire qui va balayer des lois. Mais est-ce qu'une circulaire balaye des lois? Est-ce que la circulaire a une force de loi dans un pays? Mais vous mettez même le président mal à l'aise. C'est-à-dire qu'en réalité, l'héritage du président, c'est quoi? C'est que ce monsieur aura été président et il n'avait même pas la capacité de prendre des décrets, de lancer des réformes comme une réforme foncière et il se contentait de dire, d'ordonner des circulaires. Mais c'est quoi cette affaire-là? Soyez un peu sérieux, c'est pas l'État ça. Ça, c'est le quartier. Ça, c'est la récréation. L'État, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Je vais vous demander quelque chose. Vous pensez que si les populations de Lembe, si les gens, les personnes auxquelles, la nation à laquelle appartient traditionnellement la terre d'Olembe avait été impliquée dans la construction du complexe Paul Biya, et que ces gens-là, parce que c'est eux qui apportaient la terre, avaient 15% du capital de la société qui devait être créée pour gérer ce complexe-là, et qu'ils avaient 15% parce que la terre aurait été leur apport. Vous croyez qu'on aurait volé l'argent de ce complexe? Vous croyez que le président aurait été obligé d'aller encore trouver 55 milliards? Pas du tout. Parce que ces gens auraient veillé à ce que les travaux se fassent dans les délais. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'expertise qu'ils auraient mis à contribution. Ils se seraient arrangés pour que les stades se construisent dans les délais, que les fonds soient disponibles à temps, et ce complexe-là serait en train de leur rapporter de l'argent aujourd'hui. Voilà comment on développe un pays. Parce qu'on va développer un pays comment? En faisant venir des gens, des Chinois qui vont cultiver du riz. Imaginez que là, on crée les Chinois, les terrains à l'est, et dans le centre là, ils cultivent le riz, personne ne sait ce qu'ils font. Imaginez que les exploitations agricoles des Chinois là, que les gens, les personnes auxquelles appartiennent cette terre là, on leur avait obligé à créer une entreprise, et que ces gens là avaient 35% de cette entreprise agricole. Pourquoi qu'il y aurait des problèmes? Les exploitations forestières là, où il y a les problèmes tous les jours, il n'y a même pas de route. Vous croyez que si les populations des gens là auxquels appartiennent cette terre, ils avaient 35%, vous croyez qu'il y aurait tant de problèmes? Si Valéry Giscard d'Estaing ou le prince Philippe, ou je ne sais pas qui a une réserve ici, à qui on le lui... Si ces gens-là, c'était une entreprise et qui contrôlait 35% de cette affaire, vous croyez que ça se passerait comme ça? Le problème, c'est qu'il faut qu'on change notre façon de voir la terre. Nous devons cesser de regarder la terre comme des colons. Les gens regardent les fonctionnaires du Cameroun et les parlementaires du Cameroun regardent la terre comme des blancs qui arrivent et qui estiment que c'est une terre inconnue, une terre vacante et sans maître. C'est comme ça qu'ils regardent la terre chez nous. Il faut qu'ils cessent de regarder la terre comme ça. Ils sont chez eux, bon Dieu. Vous n'êtes pas des gens qui passent, vous êtes des gens qui êtes chez vous. Avec deux passeports. Mais vous, oui, mais qu'ils aient dit le passeport, il reste quand même que c'est leur on vous comprend, messieurs. On vous comprend parfaitement. Donc, il faut qu'ils changent leur regard sur nos terres. Et leur regard doit être le regard du gars du village, du gars du coin. Ça doit être le regard du fils de la terre, là. Comme disait Aimé Césaire, le fils du pays natal. C'est le regard que vous posez sur votre terre, votre affaire. À partir du moment où vous regardez la terre comme ça, que vous ne la regardez pas comme un bourguignon, un villageois de Bourgogne qui arrive ici, qui pense que, ou un villageois je sais pas moi, du Stratfordshire, qui arrive chez vous et qui dit, ah mais voilà, c'est une terre vacante et 100 mètres, donc je vais prendre ça comme ça. Mais vous regardez cette terre en disant, moi je suis un Manekan, eh ben je suis Bangante, je suis Banso, je suis Mundang, attention, mais, vous dites, là, messieurs, quand on parle d'Olembe, moi je suis Ewondo, vous ne mettez pas n'importe quoi. Quand on dit on veut faire le stade de Pumpumre, vous dites au gars Fali, dit ah non, attention, ça c'est la terre de mes ancêtres. On ne fait pas n'importe comment. Et on ne vient pas faire le désordre chez moi. À partir du moment, vous croyez qu'il y aurait des problèmes comme on en a partout là? On vient, on installe la Sonara quelque part. Vous croyez que si la Sonara appartenait à 35%, même à 15% seulement, comme c'est une infrastructure industrielle, à 15% aux gars de Limbe, vous croyez qu'il y aurait des problèmes là-bas? Il n'y aurait aucun problème parce que ces gars veilleraient à ce que ça marche. Mais on a exclu les gens, on décide de déguerpir. Vous déguerpissez les gens, vous êtes qui? Vous les envoyez où? Vous êtes qui? Vous les envoyez où sur Mars? L'État qui dit qu'il a le domaine privé, il a acheté ça où?
l'État a acheté les terres qu'il dit lui appartenir là où, à qui? Quand vous avez un État à gérer, vous devez être sérieux. Vous devez être sérieux. L'État a acheté les terres à qui? Des gens qui ont les organisations des droits de l'homme qui nous fatiguent tous les jours là. Ils ne peuvent pas défendre les gens dont l'État aujourd'hui déclare la propriété de la terre. L'État a acheté la terre à qui? À qui? Est-ce qu'avant que l'État ne soit là, la terre n'appartenait pas à quelqu'un, l'État l'a acheté à qui? Et on se lève un matin, on commence à vous dire que non, vraiment, il faut que l'État reprenne la main sur le domaine privé. Quel domaine privé? Vous l'avez eu comment? Parce qu'avant d'aller dire que les titres fonciers des gens sont faux ou vrais, vous-même, là, les vôtres, vous avez eu comment? Justement, qui vous a vendu la terre? Parlant de ces titres obtenus, il faut dire souvent, hein, frauduleusement. Mais comment vous l'avez eu? Et il y a beaucoup de... Doit-on pas justement annuler tous ces titres fonciers obtenus frauduleusement aujourd'hui? Oui, alors le problème aujourd'hui, c'est que les gens se sont engouffrés dans la brèche et continuent à regarder la terre, comme je vous l'ai dit, comme un petit Européen qui arrive ici sur des terres vacantes et 100 mètres en tant que colon. Ils continuent à regarder la terre comme ça, donc ils prennent tout. Vous avez l'église catholique qui a des milliers d'hectares de terrain au Cameroun, ils ont acheté ça où? Ils ont eu ça comment? Comment ils ont eu autant de terres? C'est venu d'où? Est-ce quelle est la contrepartie que les autres ont eu? Une place au ciel, mais si un type pense que le ciel est si important, pourquoi c'est pas là-bas qu'il va acheter la terre? Il veut plutôt l'avoir ici sur terre. Il vous trompe, lui, il dit non, donnez-moi la terre qui est ici, après je vous achète une place au ciel. Pourquoi il ne achète pas lui-même d'abord les places au ciel? Donc, je crois que il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Nous avons un État à réorganiser. Nous avons un nouvel État à créer. Non, pas un État à réorganiser. Nous avons un nouvel État à créer, un vrai État. Parce que là, on n'a pas d'État. Quand on voit ce genre de choses, on sent qu'on n'a pas d'État. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On n'a pas d'État. Et l'État, ça veut dire chaque Camerounais est impliqué. On ne vous demande pas votre avis. Mais il n'y a pas, vous ne contraignez pas les gens à être impliqués. Vous créez l'environnement et la plateforme qui implique tout le monde. Et dès que vous faites ça, vous allez vous rendre compte que les gens s'impliquent sans que vous ayez à poser des questions. C'est ça le leadership. Et c'est ce leadership qui a toujours manqué dans les États néocoloniaux. On n'en a pas. Si je vous pose encore une question, vous avez le sentiment que la CELUCAM là, la CELUCAM serait tombée, les 400 ou 500 milliards qu'on a mis là-bas, qui aurait une valeur de 1000 à 1200 milliards aujourd'hui. Si on avait demandé, on avait impliqué les gens du coin et qu'ils avaient 15%, vous croyez que le projet là aurait été monté comme ça? Pas du tout. Vous croyez que l'aéroport de Douala serait sale comme il est crasseux là? Si les gens à qui appartient la terre là étaient impliqués, vous croyez que le port de Douala aurait accueilli un type comme Bolloré si les gars du coin, les autochtones là, auraient été propriétaires du port là à 10% ou 15%? Ils n'auraient pas accueilli n'importe qui. Le problème, c'est que vous avez un fonctionnaire qui sort de nulle part, qui va donc décider que Bolloré est intéressant et que Bolloré va lui donner un peu d'argent et il va l'introduire au port. Sauf que le gars qui est là, si les autochtones ont, eux, ils vont dire, nous avons 35%, donc au moins la minorité de contrôle sur toutes les infrastructures. Mais ces gens pour qui on demande la minorité de contrôle, ce n'est pas les Camerounais, Ouais. ce n'est pas les citoyens camerounais. Et ces gens-là, donc, ils vont dire, parce que derrière, ils vont rentrer dans leur village. Eux, ils vont faire les estimations que vous faites. Mais ils vont aussi consulter nos choses traditionnelles. Pour dire que mais le type qui vient même là, est-ce qu'il va nous aider à nous développer? Le type qui vient là, est-ce qu'il a de bonnes intentions? Et je peux vous assurer que nos affaires du village là-bas savent détecter si vous êtes un type sérieux ou pas. Et comme ça, on choisirait les bons partenaires. Aussi, il y a la science, mais il y a également nos sciences traditionnelles que les gens balayent d'un revers de la main. Donc, il y a aujourd'hui le fait que il faudrait qu'on clarifie quelque chose. Vous avez des gens, de manière traditionnelle, vous avez des gens qui avaient de vastes terres dans nos villages. Oui. Qui en ont encore? Qui en ont. Et le problème, aujourd'hui, avec les fonctionnaires, c'est que si vous avez traditionnellement 1000, 2000 ou 500 ou 100 hectares ou 50 hectares, ils vous disent non, vous ne devez pas avoir un titre foncier là-dessus. Mais vous êtes qui pour dire que pour vous opposer à ce que Justement, il y avait eu ce problème d'ailleurs un titre de propriété 35 hectares par personne. C'était justement assez compliqué. Qui êtes-vous, qui êtes-vous pour dire que les terres traditionnelles de quelqu'un, il n'a pas le droit de les immatriculer parce que ça dépasserait une certaine superficie? En quoi ça vous concerne? Par contre, dans le même temps, vous avez les mêmes types parce qu'ils signent.
on connaît des hauts fonctionnaires qui, parce qu'ils signent, se sont retrouvés à la tête de centaines d'hectares dans un même département. Parce que comme il devait signer à chaque fois, il le fait. Et après, naît ce phénomène assez bizarre où un type vient et vous dit, moi je vais vous aider à avoir le titre foncier. Et donc il se retrouve, lui, à avoir par exemple, si vous avez 1000 hectares, il a une centaine d'hectares, vous dit qu'il a de l'argent. Parce que l'État a privatisé, parce que ceux qui dirigent le pays ont privatisé l'État. Le titre foncier devait être un document gratuit. Il doit être un document gratuit. Mais c'est un document qui doit être gratuit. Pourquoi est-ce que je dois payer pour que vous reconnaissiez ma propriété sur quelque chose? Est-ce que je dois vous payer, monsieur Ngos, pour que vous sachiez que mon nom c'est Yambé Ntiba? Pas du tout. Pourquoi est-ce que je dois alors payer pour qu'on reconnaisse que la terre de mon grand-père est mon que vous avez existé, ton grand-père est quelque Quelle est part. cette affaire-là? On vous comprend parfaitement, messieurs, le temps déjà est parti. tout ça On va et faire aller un peu attention. rapidement au pas de course, si la réaction nous permet d'avoir encore 15 minutes. Eric Pépin Mikaï, comme le déclarait d'ailleurs Dr Yamtima il y a encore quelques instants, voilà donc le problème là où il se trouve. Parlant justement de ce titre foncier, il faut l'acheter, il faut le payer. On ne sait pas en fait ce que ça signifie. Tout ça pour déclarer fort que telle chose m'appartient forcément. Non, il faut savoir que la Constitution, comme a dit le Dr Yam tout à l'heure, c'est l'ensemble des règles qui constituent une société. Oui. Et les règles ne sont pas forcément mises sur pied. En 10 minutes, monsieur. Voilà, pour servir une catégorie de personnes. Si vous regardez un peu la bulle pétrolière aux États-Unis, notamment dans l'État du Texas, vous allez vous rendre compte que là-bas, les gens sont propriétaires de leur espace. Et on a découvert du pétrole sur les espaces. Et ils sont entrés directement en joint venture. Mais est-ce que toutes les terres sont d'ailleurs vendables, Eric Pépin? Non, attends, j'arrive avec des entreprises qui exploitent le pétrole parce qu'eux, ils n'en exploitent pas. Ils ont signé des accords. Ils ont donné quitus à ces entreprises d'exploiter le pétrole. Et ils attendent tranquillement leur pourcentage. Ça veut dire que tout le monde est gagnant. L'industriel et le propriétaire de la terre. Donc, pour notre contexte à nous, le titre foncier, il faut qu'on sorte un peu de l'esprit de Napoléon, du conquérant, du dominateur. Le titre foncier, si c'est un outil de codification de la société, doit être un document gratuit, comme l'acte de naissance. Parce que ça indique un peu les marqueurs d'identité. Et il n'y a pas meilleur marqueur d'identité que la terre. Parce qu'en réalité, elle ne nous appartient pas. La terre appartient à l'embryon. Et l'embryon est une histoire de sang, de manière séculaire. Donc on ne peut pas complexifier cette existence anthropologique sur le prisme du respect des lois coloniales. À côté de cela, il ne faut pas oublier de dire que, comme le docteur en parlait tout à l'heure de l'Église catholique, Jomo Kenyatta, le père de Uhuru, l'ancien président kenyan, a utilisé cette phrase assez parlante. Il dit, lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, ils nous ont appris à prier. Lorsqu'ils sont arrivés en Afrique, nous on avait les terres, eux ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, eux ils avaient les terres, donc les bonnes. Et nous avions la Bible. Donc nous sommes dans cette logique-là que les administrateurs veulent faire tous les efforts nécessaires pour rendre les citoyens voyous. Parce qu'en réalité, le chef traditionnel qui vend les terres, en complicité avec des notables, c'est qu'en réalité lui-même il ne sait pas comment il peut faire pour se prévaloir d'être propriétaire de cette terre-là. Du coup, il devient un gestionnaire des terres au niveau local, mais en réalité, c'est un voyou qui peut céder ses terres aux plus offrants et aux premiers venus. Donc, il est urgent de réformer, de faire une réforme foncière au Cameroun, mais davantage de rendre le titre de propriété gratuit. Ça permettra à ceux-là qui sont des propriétaires d'aller lever des actifs sur le marché financier afin de venir investir. De toute façon, nous sommes sur Terre dans l'optique de rechercher le développement. Et on ne recherche pas le développement en croisant ses bras. On recherche le développement en s'appuyant sur un socle. Le socle premier, le capital actif, c'est la terre. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, je vais vous raconter une anecdote. Il y a dans un village, ici même, à Douala, un chef de village, qui prend d'abord l'argent entre les mains de ses propres frères, pour après, il faut le dire comme ça, vendre leurs terres, pour qu'on puisse leur rembourser. En fait, il est prêt à vous octroyer pas mal de dettes, enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça, pas mal d'argent, et lorsqu'il va partager les terres, eh bien, vous serez obligé de le rembourser. On est toujours là dans les paradoxes sur le continent africain. Non, disons que là, vous soulevez la problématique, n'est-ce pas, de l'aliénation du droit coutumier. Oui. Oui, parce que lorsque aujourd'hui nous parlons de la réforme foncière, on doit également questionner même l'actualité
n'est-ce pas, de l'actualisation du droit coutumier. Parce que lorsque vous voyez par exemple les chefs de test que nous appelons les sous-préfets, les préfets, qui déchoient, n'est-ce pas, c'est un notable du droit coutumier, c'est terrible. Quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose à ne pas comprendre. Et les populations sont exactement complices de cette situation, soit par ignorance, soit par cupidité. Parce qu'il y a deux situations qui se présentent dans la gestion de la foncière au Cameroun et d'une manière générale en Afrique. Vous avez d'un côté le DOL. Oui. Il y a vraiment le un DOL foncier, qui est vraiment extraordinaire, qui existe de manière extraordinaire. Et avec la complicité justement de ces fonctionnaires du cadre des domaines des affaires foncières, voilà. Tout ce que ça comporte. Oui, parce qu'il est quand même extraordinaire que vous vous retrouvez avec trois individus qui ont le même titre foncier sur le même terrain. Il y a un problème. C'est possible. Maintenant, le problème que vous soulevez, c'est un problème de culture. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un que lui, il a les moyens, d'autres qui ont les moyens. Qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens. Il prend l'initiative. Il fait de l'argent en attendant justement la répartition des terres. Il fait donc de la manipulation. On appelle ça les facilitateurs. Ils sont connus des services. Il fait donc de la manipulation. Il fait de la manipulation. Oui. Il y a une grande famille là qui existe du côté de Japon là. C'est plusieurs familles avec des sous-familles, mais ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Même les tombes de leur père. C'est quand même assez amusant. Ils ont tout vendu. Et là également, c'est de la responsabilité de l'État parce que l'État doit pouvoir réguler. J'ai même envie de dire que par rapport à la réforme que nous questionnons, en tout cas que nous souhaitons, il est important que l'État attribue des quotas de vente pour ceux qui veulent vendre la terre. Parce que vous pouvez aussi vendre vos terrains pour résoudre un problème. C'est possible. Mais il ne faut pas tout vendre. Et quelquefois, ils vendent même à combien? Moi, je connais un cas du côté de Bala. Quelqu'un qui a vendu à un haut responsable de la présidente de la République. S'il vous plaît. Il vendait 1 hectare. À combien? Vous savez combien? Allez-y, vous allez me dire. À 10 000 francs. À 10 000 francs 1 hectare. 1 hectare. C'est du jamais vu. Alors, non, ça c'est sérieux ce qu'il dit là. Moi j'ai vu des gens vendre 1 mètre carré à 500 francs. J'ai bien 1 hectare à 10 000. Et vous, non, j'ai dit 1 hectare à 10 000 francs. En bas là. C'est bien, c'est un haut responsable de la présidente de la République, peut-être même le signataire de ces correspondants. Mais à ce moment-là, Albert Natola, ici, doit-on annuler justement ces titres fonciers? Tout à l'heure, je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de titres fonciers à annuler. Il y a beaucoup de titres fonciers qu'il faut remettre à plat. J'insiste quand même là-dessus. Il y a des titres fonciers qu'il faut remettre à plat. Vous avez des gens qui ont des titres fonciers dans les cimetières. Ça, c'est inacceptable. Vous avez des gens qui ont des titres fonciers dans les fleuves, dans les cours d'eau. C'est inacceptable. Vous avez des gens qui ont des titres fonciers là où vous avez des générations de familles qui y habitent depuis des décennies. Des siècles, j'allais dire des siècles. Mais attendez, ils vont aller où? Tout à l'heure, j'ai questionné un élément fondamental, c'est-à-dire que le président de la République demande aux jeunes d'aller à la terre. Mais quand on a tout vendu, vous allez faire votre agriculture où? Merci Albert Anatola ici. Paul est là pendant ce temps quand même. Il faut préciser par ailleurs que plusieurs entreprises internationales sont aujourd'hui dans les forêts de ces villages-là. Ils coupent le bois avec la bénédiction des sous-préfets, des préfets. Il y a d'ailleurs eu ce gros problème. Et ils ont des palmeraies, ils ont des cultures de ce côté-là. On a d'ailleurs eu un problème la dernière fois du côté de la mairie de Massok. Je parle justement de la Sanaga maritime, où les populations étaient sorties justement dans les rues, barricadées en tout cas les routes pour que les grumeaux ne passent plus. Eh bien, le maire de cette localité avait pris l'initiative également de dire haut et fort que ces personnes doivent d'abord réparer la route. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le préfet de la Sanaga maritime a appelé haut et fort pour dire que ben non, laissez-les passer et laissez-leur faire leur travail. Mais voilà, ça rejoint ce que j'ai dit dans la première entame de mon propos, à savoir que en réalité, on est dans la suite des vestiges de la législation coloniale foncière, parce que en réalité, quand on est dans la colonisation, à l'époque de la colonisation, rien ne nous appartient. Donc, vous avez ces multinationales qui aujourd'hui se sucrent, se servent, parce que justement, le système de transfuge colonial est encore en vigueur et leur profite encore et toujours, puisque ces multinationales-là sont une forme de néocolonialisme économique qui leur profite et que favorisent justement nos autorités, dont la plupart sont malheureusement des personnes vénales qui n'ont d'intérêt que leur seul ego, et ils se moquent bien de l'intérêt public. L'obsession du foncier au Cameroun, l'obsession de la terre et toutes les mafias qui entourent cela
est due notamment à ce manque de réforme, de réforme foncière qui cristallise toutes les attentions, tous les appétits sur justement la terre, laquelle terre n'appartient pas à ceux à qui elle devrait appartenir pour justement le développement du pays. Et quand on parle aujourd'hui de la problématique du franc CFA et donc de la servitude monétaire, mais le franc CFA, la monnaie donc, si tant est qu'on peut considérer que le franc CFA c'est une monnaie, est le pendant, le reflet, je l'ai souvent dit ici, est le miroir d'une richesse réelle, matérielle. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on parle de monnaie, la monnaie n'est que l'expression d'une valeur matérielle. Oui. Et donc, parce que vous ne pouvez pas, si j'ai une terre et que vous avez, je sais pas moi, des vaches, un troupeau, et que j'ai besoin de vaches, je ne vais pas porter ma terre pour vous la donner. Donc, il faut un élément de transaction qui est donc l'argent, oui, et qui est donc la monnaie. Et quand on parle aujourd'hui de manque de souveraineté, du fait justement de la monnaie qui n'est pas une monnaie dont la politique autonome n'existe pas pour les pays africains qui en dépendent, on peut également faire le reflet parce que le bien d'un côté, la monnaie de l'autre, la terre étant l'actif le plus pertinent, la source de toutes les richesses en termes de sol et de sous-sol, on n'a ni donc la monnaie, le moyen de transaction, on n'a ni la richesse, donc le soubassement de ce dont est le reflet la monnaie. Donc en réalité, on est dépossédé de tout, et une fois de plus, quand on parle de développement, on fait des grands discours, on va à l'école pour apprendre les théories économiques toujours importées selon les réalités occidentales, et qu'on fait des plans triennaux, quinquennaux, on fait des projets, on lance des projets, des ONG, on fait des conférences, des réunions, mais en réalité, c'est du théâtre. C'est du théâtre parce que quand vous n'avez pas réglé les fondements même d'une économie, tout ce que vous faites, c'est du saupoudrage et ça n'enrichit et ça ne satisfait, ça n'arrange que la petite élite qui représente même pas 0,1% de la population, qui continue de se sucrer et qui a intérêt à faire perdurer cette réalité législative qui est un héritage colonial parce que justement, précisément, c'est eux qui s'assurent que cette réalité-là ne change pas parce qu'ils en tirent tous les intérêts. Et ce n'est donc pas étonnant quand vous me racontez cette histoire parce que c'est de la mafia, oui, de mafia foncière où on vend à des multinationales. Mais en réalité, regardez toutes les multinationales qui sont au Cameroun. Regardez comment elles se plantent. Regardez les hectares et les hectares de plantations dans nos pays. Ils appartiennent de bois coupé. Hein, regardez l'appropriation des terres au Cameroun par les Chinois. On vous vend J'ai entendu parler d'une histoire récemment, un autochtone de, je pense, la vallée d'Intem, si mes souvenirs sont bons, en tout cas dans le sud, qui était scandalisé. Il vit à l'étranger, peut-être que s'il nous écoute, il va se reconnaître. Il vit à l'étranger, mais il a des activités ici et il est en train de vouloir revenir parce qu'il a des grands projets agricoles, ainsi de suite. Il m'avait sollicité dans le cadre de mon expertise financière parce qu'il fallait monter un business plan, ainsi de suite. Mais au bout d'un certain temps, il était très dynamique, très engagé. Et après, plus d'appels, il n'en parle plus. Et je l'appelle un jour pour dire, mais ton projet, tu étais tellement engagé, mais qu'est-ce qui se passe? Il est même venu au Cameroun pour ça. Il me dit vraiment, petit frère, parce que c'est un aîné de loin, il me dit, je suis abattu. Ce qui se passe dans mon pays me dépasse. Je dis, mais comment ça? Il me dit, non, le site où on avait prévu des centaines d'hectares, on avait prévu donc de développer le projet. C'est un projet agroalimentaire. Ben, je m'étais entendu déjà avec les chefs du village et tout, mais j'avais même commencé je les avais intéressés, parce que justement, il ne leur a pas donné de l'argent, mais il les avait intéressés dans le projet de société, oui, justement, avec des pourcentages dans le capital. C'est une approche. Et il me dit... C'est la meilleure approche d'ailleurs même. Mais eux, ils ne comprennent pas ça, justement. Non, c'est la meilleure approche. Mais eux, ils ne comprennent pas. Et il me dit donc, justement, et je termine, et il me dit donc, justement, que... Et c'est ça la leçon de l'histoire, la fin de cette histoire. Et il me dit, justement, et ça répond précisément à votre question, qu'il est arrivé... Il part de son pays d'adoption où il vit, pour venir, donc son pays de résidence, pour venir au Cameroun par rapport à un projet qu'il négocie depuis 2-3 ans. Je pense que le docteur a été victime, il sait ce que... Et donc, quand il arrive, on lui fait savoir que ce n'est plus toi. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des Chinois... Pas un plus offrant seulement. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Des Chinois qui ont donné
100 000 fois plus que ce que eux-mêmes, les vendeurs, se seraient jamais imaginé. Mais là, ce n'est plus dans l'intérêt de la communauté, parce que lui, son projet, c'était pour pérenniser les intérêts de la communauté, parce qu'ils étaient partis prenants. C'est un projet agricole qui allait apporter des emplois. Le savoir-faire local mais eux, aussi. ils ont vendu, ils ne savent même pas ce que les Chinois vont en faire. Et voilà en fait la réalité, et ça répond à votre question. Merci. Malheureusement, on reste dans cette mafia et les gens restent obnubilés par le gain facile et rapide, parce que justement, on reste dans les vestiges coloniaux de cette législation financière qui n'a plus de raison d'être. Et pendant ce temps, il y a également des chefs de famille qui s'accaparent des terres hein, de leurs neveux, de leurs oncles, enfin, de tout ce que vous connaissez, là encore. Donc, c'est un peu de tout. On est dans cet imbroglio. On espère qu'on reviendra sur ce sujet dans les jours à venir. Permettez-moi, monsieur, avant de conclure, lire 2 ou 3 messages. Bonjour DBS, vu l'état des choses dans notre pays, c'est tout à fait normal que la présidence de la République gère la terre en attendant le ménage, l'éraré, le panafricaniste qui nous a écrit ce matin. Bonjour Steve et bonjour à tous vos invités de marque. Cette affaire de terre là, Steve, c'est la vraie magie. J'ai une haine profonde contre les expatriés qui s'accaparent des terres au détriment des Camerounais. Ces terres auraient pu être valorisées par les Camerounais eux-mêmes. Nous avons du potentiel, mais qui n'est pas valorisé. Je me demande toujours qui anime l'esprit de nos dirigeants qui préfèrent favoriser les expatriés. Sérieux Steve, quand j'entends que les Chinois produisent du riz sur des centaines d'hectares et qu'au Cameroun, depuis des années, on n'arrive pas à valoriser la culture du riz, j'ai mal de la façon avec laquelle nos villages, le siège de nos traditions, là où nous allons nous ressourcer, c'est la magie Steve. Cette affaire de terre me fait trop mal. Si on pouvait même chasser tous les expatriés, le mal est plus profond que ça Steve. L'égoïsme de certains dirigeants véreux qui n'ont d'amour que pour leur ventre et tout ce qui va avec. Tous les secteurs au Cameroun sont aujourd'hui problématiques. Cette personne ne nous a pas laissé son nom, autant pour moi. Bonjour Dibier, ce matin, coup de chapeau à monsieur Yamb. Quelle expertise. Le jour où je serai président, je ferai de vous mon conseiller spécial. C'est Max 21 qui l'a dit, pas moi. Bonjour, bien le bonjour à vous, monsieur Steve Ngossi, à tous tes prestigieux invités, Eric Pépin Bikaï, Paulela, Dr Yam, Triple A, et à tous vos techniciens d'IBS matinale. Je tiens à féliciter le brillantissime journaliste que vous êtes, mon cher Ngos. Vos thèmes le démontrent suffisamment champion. Le sujet de ce matin, waouh, je dirais comme quelqu'un que si on explique le Cameroun et que tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as absolument rien compris. Les véritables responsables à ce niveau sont nos dirigeants, de leur président, ministre, gouverneur, préfet, sous-préfet, chef de village, chef du quartier, Tessira. Tous ont le gros cœur, l'Anaconda et les autres Camerounais, comme nous sommes leurs locataires, et cela est inacceptable. Nos présidents vivent dans une autre planète. Il est déconnecté de la réalité du quotidien des Camerounais. C'est Rigobert Godin. Excellente journée à vous. Merci. Rigobert Godin Niemek qui nous écrit depuis la France. Bonjour Steve et un bonjour au docteur Yaberi Pépin Bical Paul et là et 3A. Nous devons comprendre que la crise foncière dans notre pays est devenue un gros business pour les hommes fortunés. La plupart sont toujours membres du système. Avec l'accord de leur hiérarchie, nous avons vu à Mondovision du côté de Yaoundé, au niveau du palais des sports, où une femme avec un titre foncier en bonne et due forme qu'elle avait branlé avait été dépossédée de son terrain parce qu'il y aurait eu des gros voleurs de la République, où l'actuel président régional du centre à une époque avait envoyé des engins déloger la concession. D'après certaines sources, le terrain avait été cédé à un ancien ministre aujourd'hui en prison qui lui-même l'a cédé à un autre homme propriétaire d'un groupe de médias. On ne saurait dire qu'il existe une grosse arnaque et une escroquerie abusive relativement aux terres dans notre pays. L'État doit se dessaisir des problèmes fonciers pour confier cela aux communes, d'où la décentralisation qui a toujours fait les débats et cela mérite d'être complémenté aujourd'hui. Bonne journée à vous, c'est Franck Olivier qui nous écrit. Ici même à Douala, il avait pas mal de choses à dire encore. C'est beau et tout est dit. Merci également à vous. Bonjour Steve, juste dire, monsieur le Dr Yab a été percutant dans ses analyses. Merci aux autres analystes ce matin. Merci également à vous. Bonjour Dibier, je salue tous vos panélistes. Je vous prie que de m'ajouter dans votre groupe WhatsApp, c'est Boris. Eh bien, le groupe WhatsApp, je commence à croire qu'il est plein. Bonjour, le panel, bravo, Dr Yam, pour ses brillantes analyses claires, édifiantes, réalistes et très constructives. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier ont besoin des hommes sages comme vous pour pouvoir se développer. Merci à tous et merci à tous les panélistes pour leurs analyses. Je suis très édifié par vos analyses. Merci. C'est Abdou Karim qui nous écrit depuis Antananarivo. C'est à Madagascar, la grande île.
Joanne, voilà, c'est Joanne depuis Baganté, hein. Elle a tenu justement à nous redonner son nom ce matin. Vous étiez très nombreux à nous écrire, hein. Yamadou Kidé depuis Nouakchott, Bekada qui est là également moto depuis la Suisse, Kwame depuis la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes nombreux à nous écrire. El Hadji également qui nous a écrit, mais nous ne pourrons pas lire tous vos messages ce matin, messieurs. C'est ici que va s'achever cette autre édition de Libé ce matin, la dernière du genre. Je vous dis merci d'avoir été là, Dr Yam. Non, le temps est parti. C'est terminé pour aujourd'hui, monsieur. Juste une information. Je voulais inviter la direction de renseignement extérieur à se plancher sur les personnes qui servent d'intermédiaires par rapport à l'acquisition des terres pour les multinationales. Merci. Vraiment, surtout la percée chinoise par rapport à la position française au Cameroun. Le temps est parti et je pense que votre information est passée. Merci, docteur. Merci beaucoup, mais toutes nos paroles sont des paroles de paix. Oui. Des paroles également pour sauver l'héritage d'un président qui est certainement au soir de sa vie et de sa fonction. Il faut qu'on fasse un peu plus attention. Merci. Merci également à vous, Eric Pepabika. Vous avez votre temps de parole. Albert Nathalie, ici, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, Steve, je ne saurais sortir cette émission sans poser une question. Est-ce que les ambassades et le Conseil de France au Cameroun, est-ce que ils ont un titre foncier? Est-ce que l'ambassade des États-Unis, est-ce qu'ils payent leur taxe foncière? Est-ce qu'ils payent leur taxe foncière? Merci en tout cas. J'espère qu'ils vont nous répondre dans les jours à venir. Paul est là. Merci d'avoir été là ce matin. Merci. Moi, je dis merci à tous ceux qui nous écoutent de par le monde. Merci à tous mes co-panélistes. Ils m'ont fait apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Ils sont bien capés en matière intellectuelle. C'est vraiment des lumières de la sagesse et de la connaissance. Et Steve, je ne saurais partir sans t'arracher 2 petites minutes pour rappeler que c'est donc demain le début de la grande messe de la connaissance panafricaine qui correspond à une série de séminaires, de conférences à partir de 11h jusqu'à 17h avec une pause café. L'entrée est libre. Les inscriptions sont arrêtées parce que elles se sont arrêtées hier parce qu'on a atteint la limite du nombre de places et chaque samedi nous aurons le même événement avec des thématiques différentes et avec tous les intervenants que vous voyez sur nos plateaux tous les jours. Et donc, venez nombreux pour les prochaines fois. C'est arrêté pour cette fois-ci. Et à très bientôt pour les rendez-vous panafricains de la connaissance. Tous les samedis à Bonamou-Sadji de 11h à 17h. Il y a également qu'ils m'ont posé des questions de savoir où est le président Madakani. Le président Madakani actuellement est malade depuis la semaine dernière. Nous étions presque dans la même situation, lui et moi. Mais il commence à reprendre du poil de la bête. Il sera là dans les jours à venir. Ne vous inquiétez surtout pas. Il nous l'a promis. Tout ira pour le mieux au cas où il va recouvrer justement sa santé. Pour vous également qui nous avez écrit en nous faisant comprendre qu'on a enlevé 10 biès de votre câble, ou alors de votre connexion, prière de demander justement à vos câbleurs de vous donner justement une explication là-dessus. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain dans le cadre de Feu Vert. N'oubliez surtout pas, le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Finalement, la propriété privée nous a rendus si stupides et si bornés qu'un objet n'est nôtre que lorsque nous le possédons. Et de quelle manière nous le possédons-nous? Telle est la grande interrogation. En tout cas, il faut le dire, la propriété foncière est la mère d'illégalité et surtout de brutalité. Bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à dimanche dans le cadre de Feu Vert. Au revoir.